Bonjour à toutes et tous, je suis Loïc Arié, directeur général du groupe Éclore et professeur de management. Là, je vais vous présenter le premier cours de management qui est décliné sur nos campus de Pau, de Paris-Saint-Denis et de Grenoble et qui vise à préparer les étudiants aux réalités de 2025 dans un monde qui évolue beaucoup au regard des transformations liées à l'intelligence artificielle, mais également se confronter à tous les enjeux sociétaux. L'objectif, il est simple, c'est de préparer des managers qui sont capables d'évoluer, de grandir et de se trouver dans un monde en pleine mutation. On a un projet global en fait au sein d'Éclore, c'est d'essayer, à partir de la prochaine rentrée, j'espère que vous serez nombreux à l'école l'année prochaine avec nous, à partir de la prochaine rentrée, de nous différencier sur l'expérience dans la salle de cours. Je sais qu'aujourd'hui, il y a certains cours qui ne sont pas forcément satisfaisants, d'accord ? Mais ça, ce n'est pas juste chez nous, c'est global. C'est-à-dire que 65% des étudiants des grandes écoles de commerce en France sont peu satisfaits de ce qui se passe dans une salle de cours. Pourquoi ? Parce que, on parlait tout à l'heure avec votre camarade d'un cours de finance, si vous avez un prof qui se met derrière son ordinateur et qui lit des slides, en 2025, ce n'est pas forcément satisfaisant, à l'heure où vous avez accès à toutes les connaissances possibles et inimaginables simplement avec un accès à ChatGPT. Donc là, on amorce quelque chose qui nous permettra de communiquer à partir de la prochaine rentrée. On travaille en parallèle avec le corps professoral à faire d'un cours un bon moment. Pourquoi ? Parce que les bons moments, on s'en rappelle. Okay ? Et les bons moments, ça permet aussi de retenir un certain nombre de choses et ça permet surtout de capter votre attention. Quand vous avez un ordinateur, un smartphone, etc., et que le prof est ennuyeux pendant 2 minutes, vous pouvez être sûr que vous allez perdre l'intégralité de votre après-midi ou de votre matinée. Donc là, on amorce quelque chose. Vous êtes des étudiants impliqués dans l'école, des étudiants sérieux parce que vous avez été choisis. Je ne vous ai jamais eu en cours. Voilà, j'enseigne en B1 et en Master 2. Donc vous, c'est le trou parce que vous étiez en B2 l'année dernière, donc je n'ai pas eu l'occasion ou la chance de vous avoir comme étudiant. Mais la réalité, c'est que le cours que je vais vous donner, c'est la manière dont j'enseigne en fait auprès des étudiants ici au sein d'Éclore, en abordant, vous le verrez, l'intelligence artificielle. Là, c'est un cours de première année que je vous fais. OK ? Alors, c'est un cours de première année que je vous fais. Donc, vous n'allez pas être dans votre zone de confort. D'accord ? Si vous l'êtes, on va voir, et je vais voir en fait si vous tombez dans les écueils d'étudiants de première année. Ça me permettra aussi de vérifier par rapport à votre parcours et par rapport à votre cheminement où vous en êtes et qu'est-ce qu'on peut derrière et à quoi derrière on peut prétendre quand on dispensera vos cours de Master 1. Donc je vais faire le cours et après, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait le cours de cette manière. Et ça vous permettra aussi de comprendre que y a un certain nombre d'enseignements dans le groupe qui nécessitent une réflexion pour être à jour par rapport aux attentes de compétences qu'on peut avoir en 2025 sur un marché du travail qui est assez compliqué. Donc je reviendrai sur ça tout à l'heure. Et donc l'ambition, c'est vraiment, là, d'ores et déjà, que vous passiez un bon moment. Il y a une chose que je n'ai pas pu faire, parce que vous l'avez compris, le cours est filmé, c'est que d'habitude, quand on rentre dans mes cours, il y a de la musique. Pourquoi on met de la musique dans un cours ? Tout simplement parce que ça permet de gagner le silence. Parce que quand vous rentrez, vous écoutez la musique. Et donc, ça évite que vous discutiez, que vous interagissiez, etc., etc. Et puis, la musique, c'est un marqueur aussi émotionnel. Et le marqueur émotionnel, il permet de construire derrière tout ce qui est lié à la dimension et à l'aspect cognitif. Donc, quand vous avez une musique, vous retenez la musique, mais vous retenez aussi ce qui se passe après la musique. D'accord ? Et ça permet de gagner 5 à 10 minutes. Alors, quand vous êtes en cours en amphi 300, si vous avez de la musique et que vous avez instantanément le silence, vous gagnez 10 minutes. Et 10 minutes, c'est pas rien. D'accord ? 10 minutes, c'est pas rien, sachant que j'ai beaucoup étudié les sujets liés à l'apprentissage. Donc là, l'idée, c'est de faire en sorte que ça fonctionne. Vous allez passer sur différents médias. Donc, je vous en remercie. Est-ce qu'avant de débuter, vous avez des questions ? Qui a déjà suivi un cours de management ? Tout le monde, non ? Tout le monde. Ok. Très bien. Qu'est-ce que vous en retenez ? Nada. Nada ? C'était qui votre prof de management ? Je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus comment il s'appelle. C'est vrai ? Non. Vous étiez ici ? Oui. Ok. Donc ça montre en fait que ce que je viens de dire,
c'est nécessaire. Bon, alors, je vais commencer. Donc, vous me connaissez toutes et tous. Donc, je suis le directeur général de l'école, mais pas que. Je suis aussi professeur de management et membre du corps professoral de l'école, donc docteur en sciences de gestion. Et donc, je vais capitaliser à la fois sur mon expérience de chercheur pour vous amener des connaissances conceptuelles liées au management, mais également sur mon expérience de directeur général et sur des anecdotes que je vous raconterai, que j'ai eu à vivre au cours du début de ma carrière en direction générale. Le but, c'est de faire de ce moment-là un moment très interactif. D'accord ? C'est-à-dire que je ne vais pas faire du cours descendant, et vous allez voir sur la manière d'amener les choses qu'on n'est pas du tout sur quelque chose qui vise à vous faire descendre de la théorie de façon extrêmement abrupte, parce qu'au XXIe siècle, vous avez vraiment accès à toutes les connaissances possibles et inimaginables. Et il y a une réalité, c'est que le management, ce n'est pas quelque chose que l'on apprend, c'est quelque chose que l'on vit. Donc l'idée, c'est dès le cours de management, de se projeter en fait dans une expérience d'apprentissage dans laquelle vous allez vivre un moment. OK ? Et quand je suis ici, à Pau, dans mon bureau, je vis toute une série de moments où je suis dérangé toutes les 3 à 10 minutes, d'accord, pour prendre des décisions qui sont des décisions soit stratégiques, soit opérationnelles, mais qui ont une incidence ensuite sur la vie de l'école. Donc on va débuter le cours, et ce n'est pas forcément moi qui vais travailler, mais c'est vous. Donc vous allez sortir tout simplement vos smartphones. OK. Vous allez vous connecter sur ChatGPT ou sur une autre IA. Tout le monde a ChatGPT, tout le monde utilise ChatGPT. Vous l'utilisez pourquoi ? Pour tout, d'accord. Pour les devoirs, OK. Le travail, OK. Donc vous utilisez déjà ChatGPT. Qui a la version payante de ChatGPT ? Très bien, donc vous êtes nombreux. OK. Donc vous avez vu que depuis quelques semaines, il y a la version recherche approfondie qui permet de faire des choses assez extraordinaires. Donc là, vous allez commencer, je vais vous challenger. En 5 minutes, d'accord, vous allez faire une recherche et vous allez m'expliquer ce qu'est le management par rapport à un prompt ChatGPT. Donc c'est à vous de jouer. Je vous laisse 3 à 5 minutes. C'est à vous. Bon, je vous avais donné 5 minutes. Ça fait 2 minutes. Je vois que vous avez quasiment tous terminé. Le temps, c'est une ressource. D'accord ? Donc, quand on vous donne 5 minutes, essayez d'utiliser la ressource. Vous verrez plus tard, vous allez manquer de beaucoup de temps. D'accord ? Donc, quand on vous donne 5 minutes, on s'attend à avoir 5 minutes de travail. Et donc, je vais vous écouter. Qui est volontaire pour me donner sa définition du management ? Allez-y, monsieur. Le management désigne l'ensemble des actions et des pratiques visant à organiser, diriger et coordonner les ressources humaines, matérielles et financières d'une organisation afin d'atteindre les objectifs définis de manière efficace et efficiente. Très bien. Qui est d'accord ? Très bien. Est-ce que quelqu'un a une autre définition ? Allez-y, Ivan. Moi, j'ai fait un prompt un peu original en lui disant de l'expliquer de manière très simple, comme s'il expliquait à des enfants. Et du coup, ça m'a donné... Le management, c'est comme être le capitaine d'un bateau. On peut imaginer un grand bateau avec un équipage. Chacun a un rôle important à jouer. Le capitaine ne rame pas forcément. Il cuisine pas, il ne nettoie pas. Mais il montre la direction, il écoute son équipe. Il s'assure que tout le monde travaille ensemble pour que le bateau avance sans se perdre. Très bien. Un peu plus poétique. Qui est d'accord ? Très bien. Vous avez posé quoi comme question à ChatGPT ? Nous expliquer ce qu'est le management et après on peut enrichir notre demande en mettant du contexte. En mettant du contexte. Très bien. Ça sert à quoi de mettre du contexte ? Ça permet de poser un cadre, d'avoir une définition, une réponse qui sera beaucoup plus précise et tout à fait plus dans ce qu'on attend. Tout à fait. Donc essayez de contextualiser la réponse et donc ça permet d'avoir une réponse qui vous permet d'être plus proche en fait de la réponse que l'on attend. Les autres, vous avez posé quoi comme prompt ? Moi, je lui ai demandé de me faire une définition du management de manière simple. Que l'objectif, ça soit d'avoir une définition qui soit complète, impactante et que derrière, on comprenne de manière efficace la définition. Ok, et donc la réponse ? La réponse, je l'attends toujours, malheureusement. Ah, très bien. Alors, je vous précise une chose, c'est que simultanément au cours, j'enregistre.
d'accord, avec un outil spécifique, et le cours va être contextualisé par rapport aux interactions que l'on peut avoir. Okay, c'est-à-dire que le cours il va être co-construit, et donc vous aurez à l'issue du cours un document PDF qui retrace nos échanges, et qui sera le cours qui servira de base en fait à la suite de notre déroulé pédagogique. Contextualiser, ça veut dire quoi? Contextualiser, ça permet d'avoir une réponse différenciante par rapport au moment en fait, qui est celui où l'on attend votre réponse. C'est quoi le contexte aujourd'hui? Allez-y. Nous sommes en cours devant vous qui est filmé et aussi nous apprendre qu'est-ce que le management. Ok. Quel serait votre intérêt à vous en fait dans ce contexte-là? En apprendre plus. En apprendre plus, ok. De façon globale, dans le monde contemporain, c'est quoi le but de chaque individu? D'évoluer. D'évoluer, ok. Ça peut être quoi d'autre? À l'heure où la plupart ont demandé à ChatGPT c'est quoi le management, ça pourrait être quoi l'objectif? D'optimiser le temps. D'optimiser le temps, ok. Quoi d'autre? Allez-y. De se différencier. De se différencier, absolument. Comment on aurait pu se différencier avec le prompt? Allez-y. Le contexte qu'on aurait posé du coup. Ouais. Vous auriez posé quoi comme contexte? Moi, je lui demanderais par exemple d'avoir un point de vue académique mais aussi pratique, avec des exemples de la vie personnelle quotidienne, mais aussi dans l'entreprise. Très bien. Et votre réponse, c'était? Il cherche toujours, mais il va donner une phrase. Le management, c'est l'art de faire les choses par d'autres de manière efficace et efficiente en mobilisant les ressources humaines et matérielles. D'accord. Ok. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant. Le management est un art. Ok. Effectivement, dans toutes les définitions que vous avez pu donner, il y a des définitions longues, ok, que vous avez données avec des contextes spécifiques, des mots, des termes, des ressources. Ok. C'est quoi une ressource? C'est un bien matériel ou immatériel dont on dispose. Ok, bien matériel ou immatériel. Donc je vous ai parlé d'une ressource tout à l'heure, c'est laquelle? Le temps. Vous avez quoi comme autre ressource? Le savoir. Le savoir. Vous avez quoi comme autre ressource? Capital. Le capital, l'argent. D'accord. Vous avez quoi comme autre ressource? Les ressources humaines. Ok. Donc moi, je vais vous donner une définition extrêmement théorique et vraie du management, d'accord, qui est celui ou celle-là qui a pour objectif ou pour ambition de prendre des décisions. Ok. Manager, c'est tout simplement décider pour atteindre des objectifs que vous aurez fixés et qui correspondent à quelque chose de beaucoup plus large, qui est une vision. Ok. Je reviendrai tout à l'heure sur cette idée de vision, et ça vise à engager les individus. D'accord? Donc à les motiver. On va revenir sur ce sujet pour faire en sorte que les individus et l'intérêt des individus et les actions des individus convergent vers un intérêt beaucoup plus collectif. D'accord? Il y a une réalité très simple, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, et de façon globale, et ça c'est pas moi qui l'invente, ça date du contrat social de Jean-Jacques Rousseau, c'est que les individus agiront toujours dans leur propre intérêt, sauf s'ils sont contraints à faire l'inverse. Le but de tout salarié dans une organisation, de tout collaborateur dans une organisation, c'est lequel? Gagner de l'argent. Gagner de l'argent. Ça peut être évolué. Évoluer. Ça peut être gagner de l'argent en optimisant son temps. C'est gagner de l'argent en optimisant son temps. OK? C'est quoi le but d'un dirigeant d'une organisation? Gagner de l'argent. Gagner de l'argent. Et si l'entreprise gagne de l'argent, ça veut dire que les collaborateurs en gagnent moins. Donc en fait, l'objectif, il est complètement divergent. D'accord? C'est-à-dire que d'un côté, vous avez une organisation dont le but est que les individus en fassent le plus possible en coûtant le moins possible. Et face à ça, vous avez des individus dont le but est d'en faire le moins possible en gagnant le plus possible. Le management, c'est de faire converger les intérêts. Okay? C'est de faire en sorte que tout le monde trouve un accord pour que les points de vue convergent vers le même objectif dans le cadre d'une vision commune. Et ce qui est très important là-dedans, c'est l'idée de la vision. C'est le pourquoi on fait, ok, et c'est qu'est-ce qui permet d'amener tout le monde, vous l'avez dit, dans le même bateau. Donc là, on est vraiment dans le point de départ du management. Pourquoi vous ne l'avez pas trouvé, ça, dans ChatGPT?
le contexte, quoi d'autre? Je pense que ça veut dire la même chose, c'est juste que ça a été formulé de manière différente. Ok. Est-ce que ça veut vraiment dire la même chose? C'est un peu subtil. Je trouve que la réponse que vous avez donnée, elle est plus personnelle. Elle est plus personnelle, absolument. ChatGPT, du coup, faut pas les... Ouais. Ça sert à quoi aujourd'hui de donner des réponses personnelles? Ça apporte son côté de toute sa personnalité, Oui. son point de vue. Et c'est plus marquant qu'une définition globale. C'est plus marquant qu'une définition globale, absolument. Ça Mademoiselle. veut dire se démarquer. Se démarquer, tout à fait. Est-ce que parler de son expérience aussi? Parler de son expérience, absolument. Et ça permet de se différencier. OK? Vous allez utiliser une nouvelle fois ChatGPT. OK? Et vous allez me dire en 1 minute quels sont les leviers managériaux. Comment on fait pour faire converger les intérêts individuels vers un intérêt collectif? Allez-y, vous avez terminé. Non. Oui. Du coup, en premier, ChatGPT m'a donné la communication qui a pour but de transmettre clairement la vision, les objectifs et les attentes. Ensuite, il m'a donné le leadership pour inspirer, motiver et fédérer les équipes. La fixation d'objectifs, donc pour définir des objectifs clairs, mesurables et partagés, permet d'aligner les efforts individuels vers la stratégie globale. La reconnaissance et la valorisation, récompenser les efforts et la réussite individuelle et collective. Il m'a mis la formation et le développement des compétences, la culture d'entreprise, la délégation et l'autonomie, et le feedback. OK, absolument. Donc effectivement, il y a un certain nombre de leviers managériaux donc, qui permettent de pousser les individus à faire. En simplifiant, c'est important de simplifier, il y a 2 leviers. Le premier levier, c'est la carotte. Le deuxième levier, c'est le bâton. OK? Donc soit on valorise le succès et la réussite, soit on sanctionne des comportements qui seraient déviants par rapport à ce qu'on peut attendre dans l'organisation. Là, ça, c'est simplifié. Mais une organisation, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Une organisation, c'est quelque chose, et vous l'avez dit, dans lequel il y a une culture, d'accord? Il y a des émotions, il y a des interactions individuelles, il y a des interactions interpersonnelles qui sont pas forcément celles que l'on espère. On ne choisit pas toutes les personnes avec lesquelles on travaille. Et tout ça implique qu'à un moment donné, pour simplifier, on a créé des théories. OK? Tout ce que vous apprendrez en cours de management et toutes les théories managériales que vous allez apprendre durant votre cursus sont de la simplification par rapport à la réalité. Donc moi qui ai fait une thèse en management, je suis arrivé sur des fonctions managériales assez tôt, assez vite. Les grilles de lecture que j'ai pu imaginer, que j'ai pu apprendre, sont juste des grilles de lecture qui permettent de dégrossir une réalité qui est beaucoup plus complexe, dans un monde qui est extrêmement complexe. C'est-à-dire que le monde d'aujourd'hui, il implique qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport au temps où ont été imaginées toutes les théories managériales. Le point de départ des théories managériales, c'est ce qu'on appelait l'organisation scientifique du travail, donc quelque chose de très rationnel, où on segmente les tâches, on segmente horizontalement, verticalement. Donc ça, vous le savez, c'est le Fordisme, le théolorisme, Henri Fayol. Donc toutes ces théories-là, elles visaient à quantifier des interactions humaines. Dans un monde, au XIXe siècle, qui était extrêmement industrialisé et dans lequel il y avait une réalité sociétale, c'est qu'avant, le travail, c'est ce qui nous permettait de nous socialiser. C'est-à-dire qu'il y a encore 30 ans, dans les amphithéâtres des écoles de management, on parlait de la socialisation par le travail. Si certains ont fait un bac éco, vous avez peut-être fait la socialisation, et le premier vecteur de socialisation, c'était le travail. Aujourd'hui, en France, c'est quoi le premier vecteur de socialisation? Pourquoi les gens travaillent? Pour vivre? Et pour l'argent. Pour l'argent, et l'argent, il sert à quoi? Bah, vivre. Il sert à vivre. Donc en fait, le travail n'est plus une fin en soi. Le travail, c'est simplement un moyen de gagner de l'argent. Et l'argent, ça sert à vivre et ça sert à sociabiliser via le temps libre. Via le temps libre. Et donc, il y a un certain nombre de phénomènes dans tous les pays occidentalisés
qui implique qu'on est passé d'une économie du travail à une économie de loisirs, du temps libre. Donc le travail n'est plus une fin en soi, mais un moyen de s'offrir du temps libre. Et vous le voyez en fait, hein, toute l'économie du loisir dans tous les pays occidentaux prend de plus en plus de place. C'est-à-dire qu'on réduit le temps de travail, ça a commencé avec une semaine supplémentaire de congés payés, puis derrière, ça s'est poursuivi par la réduction du temps de travail hebdomadaire, les RTT, etc., etc. Désormais, le télétravail, d'accord ? Donc, tous ces changements, toutes ces modifications structurelles ont un impact, en fait, sur la finalité du travail. Donc, manager aujourd'hui, c'est utiliser effectivement les théories managériales, d'accord, en les appliquant à un monde dans lequel une contribution à une organisation n'est plus une fin en soi, mais simplement un moyen. Donc les théories que vous allez apprendre, ce n'est pas la vérité dans l'absolu, c'est-à-dire que vous n'allez pas arriver dans une organisation en vous disant « Tiens, cette entreprise, elle est organisée de façon scientifique. » D'accord ? Une organisation et une entreprise, c'est du formalisme, donc c'est un organigramme qu'on va vous distribuer. Vous êtes tous en alternance. Quand vous êtes arrivés dans vos organisations, si elles sont un peu importantes, on vous a donné un organigramme. La réalité, c'est que quand vous comprenez l'organigramme, vous avez fait 20% du job. L'organigramme, c'est formel, et une organisation, c'est aussi beaucoup d'informel. Les théories managériales, elles viennent classer. D'accord ? Elles viennent classer, et notamment, elles viennent classer les pratiques managériales. Une pratique managériale, c'est la façon dont au quotidien vous interagissez avec vos collaborateurs. Donc là, c'est une matrice qui est classique, qui est la matrice de Blake et Mouton, okay, et qui vise, en fonction de l'intérêt porté aux relations humaines et des intérêts portés aux résultats et à la production, donc à la productivité de façon extrêmement concrète, les différents styles de management. La réalité, c'est que là, on pose en fait des éléments qui visent à classer. Les théories, elles aiment bien classer. D'accord ? C'est très compliqué de classer les êtres humains et c'est très compliqué de classer les managers. Donc la réalité, c'est que chaque personne qui manage une équipe manage en fonction de la vision qu'il peut avoir du monde, de façon très simple, en fonction de sa culture, en fonction de la façon dont il a été élevé, en fonction de tout un tas de choses. Donc là, cette matrice, elle positionne 5 types de management. Pour faire très simple, vous savez lire, mais pour faire très simple, il y a des gens qui sont très bons humainement, ok, et qui ne sont pas capables d'orienter leurs décisions vers la production. Donc dans une organisation, c'est les managers avec qui c'est sympa le matin d'aller boire le café. Ça, vous en connaissez tous, c'est une réalité, mais quand il s'agit de demander de faire quelque chose, ça ne fonctionne pas. À l'inverse, vous avez des gens qui humainement sont très durs, sont très compliqués, par contre, qui eux sont extrêmement performants. La difficulté, c'est de trouver l'équilibre. La difficulté, c'est de trouver l'équilibre entre contribution à un effort collectif et relations interpersonnelles, relations humaines qui sont extrêmement structurantes dans les organisations. Et vous avez tous classé et tous trouvé au sein de vos entreprises des managers qui sont plus ou moins orientés vers l'interaction et d'autres qui sont plus ou moins orientés vers la productivité. À l'aide de ChatGPT, vous allez me citer vous allez trouver qui est l'auteur le plus notable en management dont je vais vous parler juste après. Vous avez trouvé ? C'est qui ? Peter Drucker. Ça aurait pu. Ok. Essayez un autre. Essayez un autre. C'est le premier qui remonte dans ChatGPT. ChatGPT, il adore Peter Drucker. Question, pourquoi ChatGPT, il adore certaines choses ? Parce qu'elles sont bien référencées. OK ? Pour cette raison-là, il faut se méfier aussi parfois de ChatGPT. OK ? C'est-à-dire que ChatGPT travaille sur des informations qui sont indexées dans des moteurs de recherche. OK ? Quand vous dites que vous cherchez les personnes les plus influentes dans le domaine de oui. C'est quel truc ? Chercheur ? Schumpeter, économie de l'innovation. Frédéric Engler. C'est ancien. Un vivant.
Mitzberg, Oui. Comment vous l'avez trouvé? ChatGPT. Qu'est-ce que vous lui avez demandé à ChatGPT? Mais au tout début, il avait pareil que Charlotte. Donc j'ai dit donne-moi un autre. Et après, vous avez dit un vivant. J'ai dit est-il vivant? Je lui ai essayé. Voilà, mais voilà, bravo, 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 bravo. Alors, Henry Mintzberg, très simplement, c'est aujourd'hui l'auteur le plus influent et le plus enseigné dans les écoles de management. On aurait été dans un cours de stratégie, je vous aurais parlé de Michael Porter. En management, c'est Henry Mintzberg. Henry Mintzberg, qu'est-ce qu'il a fait? Il a étudié les organisations, donc il a eu une carrière de cadre dirigeant, notamment chez IBM, et il a déterminé quels étaient les rôles en fait du manager. Et là, en fait, on est dans quelque chose de factuel. C'est-à-dire que si demain, vous êtes amené à avoir une équipe, à conduire vers un but commun, un collectif, vos missions, a priori, seront celles-ci. Qui souhaite avoir une équipe plus tard? D'accord. Ceux qui ne veulent pas, c'est pour quelle raison? Moi? Oui. Je sais pas. Je sais pas où je vais aller donc. Vous ne savez pas où vous allez aller, donc ça, c'est l'incertitude. Et est-ce que certains ne veulent pas d'équipe? C'est une question. Vous êtes dans une école de management, donc a priori, la question mérite de se poser. 3 rôles. Rôle interpersonnel. C'est quoi les rôles interpersonnels? Vous pouvez toujours utiliser... allez-y. C'est entre les individus, c'est directement interpersonnel, c'est entre les personnes. Oui. Je sais pas comment mieux l'expliquer. De façon très concrète, allez-y. C'est ce qui est lié au relationnel et à l'humain. Ouais. Donc concrètement, quand vous êtes directeur général d'une école, que vous vous levez le matin, que vous arrivez au bureau... C'est toutes les interactions que vous allez avoir. Toutes les interactions, absolument. Ces interactions, elles servent à quoi? C'est gérer les humeurs aussi des gens, les interactions des gens. Oui. Et il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'émotionnel. Gérer les humeurs des gens. D'accord? Beaucoup de choses liées à l'émotionnel. Vous avez raison. C'est quoi d'autre? Monsieur? Créer du lien avec ses équipes. OK. Quoi d'autre? Transmettre le bon message. Transmettre. Là, c'est plutôt le rôle informationnel. Allez-y. Pour moi, c'est plus le fait de prendre le pouls de la boîte. Prendre le pouls de la boîte. OK. C'est intéressant parce que à travers la guerre le petit bonjour du matin, vous allez savoir si je suis là avec de bonne humeur ou s'il y avait un souci ou pas la veille. Donc vous allez plus orienter à la vie de vos tâches. La journée, on dépend de ces plusieurs personnes. Absolument. On apprend à l'école que le dirigeant, que le manager, c'est quelqu'un qui planifie. D'accord? C'est quelqu'un qui planifie, qui fixe des objectifs, qui a un plan, d'accord, qui est décliné sous forme d'action, posé sur 3 à 5 ans. La réalité, un manager, c'est que c'est impossible de prévoir au jour le jour. C'est-à-dire qu'on prend un certain nombre de décisions quotidiennes, même sur un manager de haut niveau, la réalité, c'est que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opérationnel, et l'opérationnel est la conséquence, finalement, de ces relations interpersonnelles. Ces relations interpersonnelles, c'est gérer les conflits. Vous avez beaucoup de conflits dans les organisations, qui peuvent être de petits ou de gros conflits. C'est arbitrer tout ce qui concerne les individus, c'est-à-dire que les relations interpersonnelles, c'est ce qui concerne les rémunérations, ce qui concerne le temps libre, les vacances, c'est ce qui concerne tous les arbitrages au quotidien liés aux personnes. C'est l'organisation aussi, qui travaille avec qui interagit avec qui. D'accord? Le deuxième rôle, c'est le rôle informationnel. C'est quoi le rôle informationnel? Allez-y. Du coup, c'est de donner les bonnes informations pour que tout le monde ait conscience de ce qui se passe dans l'entreprise. Ouais. Et puisse avoir le contexte, justement. Comme on parlait de contexte, je pense que le rôle informationnel, surtout sur ça. Oui. S'il y a des grandes décisions qui ont été prises, on a tout le monde. Si des KPIs qui ont atteint, des choses à suivre, histoire que tout le monde soit dans le même bateau et que tout le monde ait la même vision de l'entreprise. Tout à fait, vous avez raison, mademoiselle. C'est tout ce qui est la transmission d'informations quelconques. Transmission d'informations. Quelconque, les informations?
plus sur l'organisation ou les organisationnels ou stratégiques. Monsieur. Ce serait plus pour moi l'informationnel, c'est peut-être d'être déjà au courant de ce qui se passe, que ce soit ailleurs ou dans la boîte. Parce que ça permet aussi après, je pense, de prendre des décisions qu'on verra dans le rôle d'après, mais c'est aussi que parfois on peut avoir des managers qui ne sont pas, on va dire, à l'écoute. C'est pas mon cas d'ailleurs, mais qui ne sont pas à l'écoute, qui n'ont pas l'information nécessaire. Et surtout avec un marché quelconque sur n'importe quel secteur qui bouge tous les jours. Et comme vous avez dit, les décisions sont presque journalières parfois. Et je pense que l'information est très importante. Mais pour moi, je ne suis pas forcément d'accord avec le côté de transparence que j'ai un peu pu comprendre avec tout ce qui se passe maintenant. Ok. Alors, oui, vous avez raison. C'est-à-dire que le manager, c'est quelqu'un qui recueille des informations sur le terrain et s'il juge qu'il est nécessaire de faire remonter ces informations, les remonte. Ok. Donc, qui alerte sur des situations managériales qui pourraient faire en sorte de représenter un risque ou une opportunité pour les organisations. Le manager, c'est aussi celui qui est le porte-parole de l'organisation. Donc c'est celui qui, en permanence, d'accord, porte la voix du collectif. Et ça a beaucoup évolué. C'est-à-dire que la différence entre aujourd'hui et avant, c'est que vous êtes porte-parole de l'organisation en permanence. C'est-à-dire que là où par le passé, il y avait une dissociation stricte entre l'espace privé et l'espace professionnel, avec les réseaux sociaux, votre espace de communication privée devient un espace de communication professionnelle. C'est-à-dire que quand vous êtes manager dans une organisation, vous êtes manager dans une organisation 24 heures sur 24. Si vous faites une erreur sur les réseaux sociaux, vous serez associé assez systématiquement à votre organisation, sachant qu'il y a des réseaux sociaux professionnels qui ont un impact aujourd'hui très important sur votre carrière et qui ont une visibilité grand public. Donc l'espace est le même. Donc quand on a une situation managériale, une situation de gestion, on est porte-parole de l'organisation du début jusqu'à la fin. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose de très nouveau. Et ce rôle informationnel, il est extrêmement concret. Donc oui, vous parliez de transparence tout à l'heure. La question, est-ce que tout est bon à dire ? La réalité, c'est que vous êtes aussi un filtre. C'est-à-dire que le manager, c'est celui qui, a priori, a toutes les informations. Pourquoi ? Parce que les informations, elles permettent de prendre des décisions. C'est quoi une décision ? C'est un choix. C'est un choix. OK. Décider, c'est quoi ? C'est renoncer, absolument. Quand vous serez dans une organisation, plus votre niveau est élevé, plus vous serez amené à prendre des décisions dans lesquelles les arbitrages impliquent que l'idée, ce n'est pas de prendre la meilleure décision possible. Mais l'idée, en général, quand on arrive sur des décisions niveau direction générale, l'idée, c'est de savoir quelle est la moins pire des décisions à prendre. C'est ça l'arbitrage. Parce que si tout va bien, d'accord, il n'y a pas de décision. S'il n'y a pas de problème, a priori, c'est qu'il n'y a pas une nécessité d'arbitrage. Et ça, c'est des choses que vous allez vivre de façon extrêmement concrète et opérationnelle. Je reviens sur la grille de Blake et Mouton tout à l'heure. Vous avez quelqu'un dans une organisation qui est très efficace, très efficient, mais que personne ne supporte. Ça arrive, hein ? Qu'est-ce que vous faites ? C'est-à-dire que cette personne-là, extrêmement performante, les meilleurs chiffres possibles d'un point de vue quantitatif, d'un point de vue de la production, etc., etc. Exemple, un commercial qui fait le meilleur chiffre d'affaires de toute la boîte, d'accord ? Mais par contre, qui crée un climat délétère et qui démotive toute l'équipe. Qu'est-ce qu'on fait ? Ça dépend des valeurs de l'entreprise aussi et Oui. de votre management. Oui. Si vos priorités, c'est les chiffres, faut le garder. Mais par contre, si c'est l'entité de l'entreprise et une entreprise chaleureuse, non, il ne faut pas le garder. D'accord. Et si c'est une entreprise chaleureuse qui perd des sous ? Allez-y, yes. Dans ces cas-là, il faut l'isoler. Il Ouais. faut le laisser dans l'organisation, mais l'isoler et lui permettre de continuer à performer. Lui donner l'illusion de le mettre dans un confort, mais en vrai, l'écarter du reste du groupe pour qu'il puisse, que le groupe puisse encore évoluer. Et que ça ne va pas impacter du coup la culture. Donc c'est le compromis. Tout à fait. C'est le compromis. Allez-y. Sinon, j'allais dire, il
directement d'en venir aux extrêmes de soit on garde et alors c'est des terres, soit on ne garde pas et on le vire. Je pense que tout simplement déjà avoir peut-être pouvoir en parler avec lui, voir ce que ça donne et peut-être pourquoi pas lui apprendre à tout simplement être plus cool avec les autres. Je sais pas, je pense que tout le monde est, je pense que s'il fait un meilleur chiffre d'affaires, c'est qu'il n'est pas totalement non plus, c'est qu'il peut s'améliorer. Alors, très intéressant ce que vous dites. Vous voyez, deux solutions de compromis différentes. Après, moi, la question que j'ai envie de vous poser, est-ce qu'on apprend à être cool? Non, on apprend à éviter de mettre une ambiance de merde. Aussi. Monsieur? Peut-être qu'il y a une raison qui fait qu'il est comme ça. Oui. Peut-être c'est une raison personnelle, et là, en fait, il fait quelque chose, peut-être c'est une raison aussi dans la boîte. Il a peut-être trouvé une solution pour améliorer ça, et que le cadre pour tout le monde soit plus simple. Oui. Alors, je vais vous proposer, pour conclure, un petit cas pratique. D'accord? Petit cas pratique qui vise en fait à créer de l'interaction. Donc, je vous laisse le lire. Il y en a pour 2 minutes de lecture et vous me direz ce que vous en pensez. Et surtout, ce que vous feriez à la place de la personne en question. Bon. Qu'est-ce qu'on fait alors dans ce cas-là? Allez-y, monsieur. En tant que manager, déjà, c'est d'isoler Serge dans un lieu pour éviter que tout le monde l'entende. De voir avec lui déjà les raisons pourquoi il fait ça. Parce que déjà, il y a un problème, il dit je peux vous les payer, en fait il doit. Donc, c'est lui demander déjà pourquoi il fait ça. Et puis, c'est en fonction de la conversation qu'on apprend à gérer les raisons. D'accord. Vous discutez avec Serge. Ça. Ok. Moi, je pense que si c'est la première, ça dépend du contexte, mais si c'est la première faute qu'il a commise, je pense que c'est pas suffisant pour briser la relation de confiance. Donc effectivement, je suis d'accord avec Victor, partir déjà sur de la communication et effectivement quand même avoir pensé à une sanction, même si elle n'est pas forcément trop dure, mais ne serait-ce que par respect pour les autres, qui ne tente pas de vous. Ok. Tout le monde est d'accord avec ça? Allez-y. Pour moi, il ne faut pas être tendre avec Serge. Parce que si je suis tendre avec lui, je dois l'être avec tout le monde, mais je ne dois pas forcément être compliqué avec lui, parce que je ne sais pas ce qu'il a fait. Pour moi, je me renseignerai bien avant de parler avec Serge, pour savoir si c'est la première, deuxième ou troisième, ou que c'est la première fois. Et après, je parlerai avec lui, mais c'est sûr que ça sera un avertissement. Il faut qu'il y ait, comme je l'ai dit tout à l'heure, un bâton et une carotte, qu'il y ait le coup du bâton. J'extrapole, mais un avertissement, un arrêt, quelque chose comme ça. Et c'est pas pour autant que je vais virer Serge pour une erreur qui peut arriver. Mais tout dépend si c'est la première fois. Si je me rends compte que c'est la énième fois, je pense que je ne remets pas de discussion. Ok. Il y a aussi un risque, vu que Louis a marqué qu'on allait se embaucher, si directement on vire sans réfléchir, ça va laisser quand même une assez mauvaise image entre guillemets de nous qui montre qu'on n'est pas très sociable, dans le sens où on vire sans réfléchir quelqu'un alors qu'on n'est pas arrivé. Ok. Ça peut laisser une très mauvaise image au reste de l'équipe. Très bien, allez-y. Il faudrait peut-être lui demander ce qu'il va faire de la corde, surtout. Qu'est-ce qu'il pourrait faire de la corde? Qu'est-ce qu'il pourrait faire de la corde, si ça va bien dans sa tête, etc. C'est une vraie question. Je pense qu'il le juge au titre, je pense. C'est vrai que... Non, mais on peut le percevoir comme ça, peut-être. Vu qu'il termine tard, il prend des cordes. Si c'est quelqu'un qui va pas bien dans sa vie. Ah ben oui, vous imaginez la responsabilité derrière. Ah oui, c'est pour ça. Tout à fait, vous avez raison. Allez-y. Je complète juste ce qu'il dit aussi, dans le sens où, comme il disait, Serge, on peut avoir une mauvaise image en fait si on commence à virer à tout bouchon, et surtout on ne sait pas si Serge aussi il est apprécié dans la boîte. Ça peut jouer beaucoup aussi là-dedans, dans le sens où c'est quelqu'un qui est pas du tout apprécié, qui est quelqu'un où les gens l'aiment pas trop parce qu'il est déjà pas bon au travail ou quoi que ce soit. C'est pas la même chose que si c'est quelqu'un qui est vraiment apprécié dans l'entreprise, qui est vraiment une position de leader et de personne chez qui les gens vont voir quand ils ont des problèmes. Et donc là, ça peut beaucoup jouer aussi sur la façon dont on va traiter le cas. Absolument. Allez-y. Moi, je vais demander aussi si, vu qu'on est nouveau dans l'entreprise, peut-être qu'il y a des us et coutumes qu'on n'a pas.
à fait. Ça se trouve, tout le monde paye en fin de mois ce qu'il prend, ou j'en sais rien. Il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas. Donc, il faut avoir tout le contexte de A à Z, quoi, de la personne, mais aussi de l'entreprise, tout globalement. Oui, ça fait peut-être partie de la culture d'entreprise de se servir dans les stocks. Ou peut-être que les stocks sont mal gérés. Non, mais c'est vrai, on s'en sait rien. Donc ça veut dire que tout le monde excuse le vol. C'est du vol, a priori, là. Prendre quelque chose sans le payer dans une entreprise. D'accord. Vous punissez pas. D'accord. Très bien, non, mais c'est intéressant, vous punissez pas. OK. On n'a pas été mis une sanction pour l'instant. C'est juste ça. On a dit qu'on ne pardonne pas. D'accord. On n'a pas dit ça. OK. Allez-y. Moi, je trouve, en tout cas personnellement, qu'on se met beaucoup à la place de l'employé, mais pas à la place du manager. Oui. Depuis tout à l'heure, on parle de l'employé, peut-être qu'il a fait ça, peut-être qu'elle a fait ça, mais en tant que manager, je pense que derrière, au plus de la hiérarchie, il y aura tout le monde à gérer, si jamais ça s'ébruite. Pour moi, il ne faut pas excuser le vol, il faut juste, pour moi, s'informer avant. La décision, qu'on prenne une décision conséquente. Mais l'excuser, non. Il y aura forcément, je pense, quelque chose de répréhensible derrière, avec ou sans coutume. Oui. Mademoiselle. Moi, je pense qu'il faut faire un rappel des règles et, comme il dit Anis, de se renseigner sur les règles de l'entreprise, etc. Et s'il y a des sanctions, lesquelles sont... Enfin, s'il y en a, est-ce qu'il y en a de prévues ou pas, et agir en conséquence, parce qu'il y a quand même une organisation et des fois, nous, on vient d'arriver, donc on les connaît peut-être pas toutes. Oui. Sachant que... Allez-y. Après, comme on a dit, surtout, encore une fois, on vient d'arriver. Il ne faut pas non plus qu'on passe pour le manager auprès de son équipe qui va venir, qui va faire le gros ménage. Si par exemple, ils avaient peut-être l'habitude de faire certaines choses qui n'étaient pas appropriées. Et donc, même si en soi, il faut le faire, il ne faut pas le montrer comme ça. Donc, c'est là où je trouve on se rejoint tous un peu sur ce qu'on a dit. C'est pas pardonner, mais c'est laisser déjà une chance de s'expliquer et en fonction agir avec une sanction qui ne détruit pas non plus la confiance qu'il y a déjà entre les équipes et potentiellement le manager qui vient d'arriver. Tout à fait. C'est la même chose. Bon. Allez-y. Juste, je ne sais pas si ça peut être en lien, mais vous nous demandez directement si on ne reconnaît pas ça comme un vol. Si on le fait directement, c'est pas bon pour la marque ou l'image. Directement, de dire qu'on a recruté un employé qui vole déjà. Donc, c'est ça qu'il voulait mettre en avant, c'était que le manager ne doit pas directement donner une réponse en disant voilà, ce que j'ai vu, c'est un vol. C'est vraiment, comme elle dit, laisser une chance de voir réellement ce qui s'est passé. Bon. Alors j'ai une question pour conclure. Est-ce qu'il y a une réponse absolue à ce cas? Non. Ok. Donc ça, c'est la vie des organisations. Et en fait, vous l'avez dit, on vient se confronter à des sujets comme le pardon, la culture, les valeurs, le rapport au bien et au mal, et ça, c'est propre à chacun. D'accord? C'est-à-dire que là, face à cette situation-là, moi, je ne vais pas vous dire ce qu'il faut faire. Parce que chacun réagit en fonction de qui il est. Par contre, ce qui est important, c'est de se poser les bonnes questions. D'accord? C'est de se poser les bonnes questions. Et le fait d'avoir interagi et échangé sur ce sujet-là vous permettra demain, si vous êtes confronté à des situations tendues, et vous serez plus tard confronté à des situations de tension dans les organisations, qui vous empêcheront de dormir, qui... Je ne vous le souhaite pas, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Se poser les bonnes questions, ça permet d'avancer beaucoup plus vite. Et avoir les bons réflexes, ça permet aussi d'avancer beaucoup plus vite. Parmi les choses que vous avez dites qui sont très importantes, et j'en reviens sur le sujet de départ, c'est le temps. Il y a une chose quand on est confronté à des situations de tension qu'il faut éviter, c'est réagir dans l'impulsivité. C'est-à-dire que là, que vous réagissiez maintenant ou dans 3 jours, après avoir peut-être réfléchi et analysé la culture d'entreprise, poser des questions sur les us et coutumes, ça vous permet d'avoir beaucoup plus d'informations. Rôle informationnel. Le rôle informationnel vous permet de prendre la bonne décision. Là, vous êtes manager, vous avez peut-être quelqu'un au-dessus de vous qui vous permettrait de vous apporter une réponse à votre question. Je vais conclure en vous expliquant pourquoi j'ai fait tout ça et quelles étaient finalement et quelles sont les perspectives et les enjeux du fait d'être enseignant en 2025 dans une grande école de management. Le premier sujet, c'est l'IA. Donc vous l'avez vu, vous avez accès à ChatGPT. Toutes les théories, vous pouvez les construire, vous pouvez les trouver, vous pouvez les apprendre sans prof. OK ? L'accès
à l'économie et à la société de l'information a une incidence, d'accord, très importante sur la façon d'enseigner. C'est-à-dire que la classe, ça doit être un lieu dans lequel on interagit, et le rôle du professeur, c'est plus quelqu'un qui porte la vérité, mais c'est quelqu'un qui vous pousse à vous poser les bonnes questions. Le deuxième sujet, c'est qu'on a un certain nombre d'évolutions sociétales. Je vous en ai parlé, économie du temps libre, ok, un niveau d'instruction qui est de plus en plus élevé dans les organisations, c'est-à-dire que vous allez très probablement arriver dans le monde de l'entreprise avec un master. De plus en plus, le Bac plus 5 va devenir une norme, et vous allez être confronté à des personnes plus âgées qui auront l'expérience, mais qui n'auront pas forcément cette vision théorique ou l'utilisation des outils comme ChatGPT. Vous êtes nombreux à utiliser ChatGPT ici. Je ne suis pas convaincu que si je fais le tour aujourd'hui des bureaux de l'école, que je vais voir les personnes un petit peu plus âgées, il y a un tel degré d'utilisation de cette technologie-là. Cette technologie-là vous donne de l'avance sur un certain nombre de sujets. Il y a un sujet sur lequel vous allez devoir compenser, c'est le sujet de l'expérience. Et l'expérience permet de gagner, non pas en intelligence artificielle, mais en intelligence situationnelle. Quelle est la meilleure décision à prendre par rapport à un contexte? Et ça, vous le comprenez, et vous le comprendrez bien, ça ne s'apprend pas dans ChatGPT, et ça nécessite à apprendre à travailler ensemble, ça nécessite à avoir la bonne méthodologie, ça nécessite également, quand on a une question, à positionner la question dans le bon contexte, dans la bonne situation. Et donc, ces évolutions sociétales-là sont à considérer quand on enseigne. Et donc, la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, dans une salle de classe, on n'est plus là pour apprendre des connaissances pures et théoriques, mais on est plutôt là pour acquérir de la méthode. Et ce qui fait la différence entre quelqu'un d'efficient dans une organisation et quelqu'un de moins efficient dans une organisation, c'est sa capacité à utiliser les bonnes méthodes, les bons outils, d'accord? Et surtout, les bonnes méthodes et les bons outils, c'est, à l'heure des prompts, se poser les bonnes questions. Et donc, si on compare la façon dont j'enseignais il y a 15 ans, quand j'ai commencé à donner des cours de management, avant, on déroulait un cours théorique et on posait un cas pratique. D'accord? Et ça, c'est la norme, et c'est peut-être ce que vous avez connu par le passé dans les cours de management. En 2025, et 2025, c'est différent à 2024. Parce que si vous regardez l'évolution des outils d'intelligence artificielle entre aujourd'hui et il y a un an, c'est impressionnant. C'est-à-dire que la technologie grandit avec le temps, et la technologie est de plus en plus efficace, d'accord, avec le temps. Il y a une chose que ne sait pas faire l'IA, c'est quoi? Alors les émotions, vous avez raison, mais c'est quoi d'autre que ne sait pas faire l'IA quand vous lui posez une question? Donner un avis. Prendre position, d'accord? Donc l'IA ne sait pas prendre position. Décider, c'est quoi? C'est prendre position. Donc l'IA ne sait pas décider. Et le propre d'une école de management, le management, c'est la science de la décision, c'est de vous apprendre à décider. Et quand on décide, on prend parti. Et quand on prend parti, on accepte, d'accord, d'avoir des gens qui sont en désaccord avec nous. Donc c'est aussi gérer les désaccords. Donc là, avec ce petit cours, ce contexte, on a interrogé l'IA, posé un contexte, d'accord, poser des questions qui nécessitent un arbitrage. Une question qui nécessite un arbitrage, c'est un paradoxe. Et donc la question et la solution, aux problématiques que vous aurez d'un point de vue managérial se trouvent dans la question que vous aurez posée. Donc c'est beaucoup plus compliqué de poser la bonne question. La question, elle implique du doute. Quand on est manager aujourd'hui, il y a une vertu, c'est celle de douter. Et donc dans la façon d'interagir, on a co-construit ensemble un cours en mobilisant notre culture, notre expérience et nos connaissances. Même si vous l'avez compris, les connaissances ne sont qu'un point de départ, d'accord? Elles sont accessibles de façon universelle et elles permettent d'alimenter des interactions qui nous permettent de co-construire. Le cas pratique, il a servi à quoi? Le cas pratique, il a servi à vous projeter, d'accord? Vous le verrez, les organisations professionnelles, les entreprises, elles amplifient tout. C'est-à-dire que vous avez tout dans les organisations, vous avez de la colère, vous avez de l'orgueil, vous avez des interactions interpersonnelles. Donc des interactions interpersonnelles naissent tout un tas en fait, de
de pathologies collectives. Donc il faut apprendre à se confronter à ces pathologies collectives. Les pathologies collectives, elles posent le dilemme éthique. Le dilemme éthique, c'est quoi? L'éthique, c'est quoi? Ben, c'est la question que l'on se pose quand on veut bien agir. OK? Donc quand vous aurez des arbitrages importants humainement à réaliser dans votre vie professionnelle, ben, vous vous poserez des questions pour savoir si la décision que vous allez prendre est la meilleure par rapport à qui vous êtes. Et ça nécessite et ça implique de vous construire votre propre vision. Donc qui vous êtes. Et entre deux étudiants, par rapport à une situation de tension extrême d'un point de vue humain, le point de vue ne sera pas forcément le même et la décision ne sera pas forcément la même, mais la réalité, c'est qu'il n'y aura pas une décision qui est meilleure que l'autre. D'accord? Donc le management, c'est avant tout la science du doute. Et donc pour conclure sur les compétences qui sont celles aujourd'hui importantes dans les organisations, la première, c'est construire sa propre vision. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes dans une organisation? Et quelqu'un qui aspire à du leadership n'est pas là simplement présent pour décrire ce qu'est le monde. D'accord? Mais il est là pour construire sa vision du monde. Donc l'intelligence artificielle, elle vous donne une information sur ce qu'est le monde. Quand on est un être humain, et l'intelligence humaine, elle a pour ambition d'inspirer, de projeter. La deuxième compétence, c'est le courage. C'est-à-dire qu'avoir une vision, ce n'est pas suffisant. Il faut être capable de la défendre, cette vision. Il faut être capable d'argumenter, il faut être capable de convaincre, et toute votre vie, vous aurez à convaincre. La première chose que vous aurez à faire pour trouver du boulot, c'est de construire votre vision et de convaincre un employeur que votre vision est celle qui converge avec l'entreprise à laquelle vous aspirez. Et pour évoluer dans les organisations, toute votre vie, vous aurez nécessité de convaincre. Et pour ça, évidemment, il faut du courage. Et donc le courage, c'est parfois la capacité et l'aptitude à aller au combat, au sens symbolique du terme, c'est-à-dire que l'IA n'a pas de courage, parce qu'elle n'a pas de vision, et l'être humain, pour aspirer à ses conquêtes, nécessite d'avoir le plus de courage possible. J'arrive à la fin. Est-ce que vous avez des questions sur le cours, sur le contenu? Bon. Aucune question? Vous voyez d'autres ouvertures quand même après, parce que quand vous dites qu'aujourd'hui l'IA ne peut pas prendre de décision, oui. On a en 2025 tous les jours une nouveauté qui sort, tous les jours encore des possibilités. Donc naturellement, on se dirige naturellement vers une IA qui peut prendre des décisions à l'avenir peut-être, parce que plus de contexte, parce que accès à des données, beaucoup plus de données. C'est quoi votre avis là-dessus? Si demain, par contre, du coup, l'IA peut prendre des décisions? Alors, l'IA prend déjà des décisions. C'est-à-dire qu'un autopilote sur un avion, c'est de l'intelligence artificielle. D'accord? Mais on est sur quelque chose qui est extrêmement rationnel et qui implique que derrière l'IA, il y a quand même un pilote. À quoi il sert le pilote? Le pilote, il sert à prendre le relais s'il y a des situations extrêmes en fait, de crise. Parce que là, l'IA, en situation extrême de crise, qui nécessite à arbitrer sur des éléments qui sont extrêmement émotionnels, ça, l'IA ne sait plus faire. Vous voyez? Donc en fait, l'IA pilote, mais ce n'est pas l'IA qui annonce aux passagers quand il y a des situations de crise, parce que là, il y a une nécessité d'avoir une approche extrêmement humaine. Donc ça, c'est vrai aussi pour les dilemmes qui peuvent naître sur les conduites autonomes des voitures. Il y a toujours un pilote derrière la voiture. Pourquoi? Parce que si vous avez un arbitrage douloureux à faire, qui est celui de se dire, est-ce que j'ai pas le choix, j'écrase un enfant ou j'écrase un car ou un groupe de 20 retraités? Est-ce que l'IA sait répondre à ça? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Et même si elle savait répondre à ça, elle répondrait sur la base de données, en fait, qui sont des données construites par l'être humain, mais ça dépend de la sensibilité de chacun et des émotions de chacun. Donc là, l'IA sera peut-être capable de suggérer des arbitrages, mais la force de conviction nécessite du courage, et pour l'heure, l'IA ne fait pas encore preuve de courage, même si on peut s'inspirer de la science-fiction. D'accord? Quand on regarde la science-fiction, quand on regarde des séries comme Black Mirror, etc., il y a des incarnations humaines d'IA qui prennent le pouvoir. Quand vous lisez des ouvrages comme 1984, Le meilleur des mondes, ou Bienvenue à Gattaca, le film,
l'IA peut conditionner l'existence. Et d'ailleurs, quand vous montez dans votre voiture, le matin, que vous branchez votre téléphone, vous mettez Waze, qu'on vous suggère en fait de venir à l'école, parce que tous les matins vous allez à l'école, ok, ben vous utilisez une intelligence artificielle qui prend des décisions pour vous. Ce qui est important, c'est de garder un libre arbitre et du recul pour challenger cette intelligence artificielle. Et ce qui fera la différence en termes de leadership dans les organisations, ben, c'est la capacité à mobiliser son intelligence humaine pour challenger l'intelligence artificielle. Est-ce que vous avez d'autres questions? Allez-y. J'ai une dernière question, c'était par rapport au côté organisationnel du management, c'est que demain, si vous êtes, vous êtes déjà amené à gérer des managers et pas forcément des employés normaux. Je trouve qu'il y a une nuance entre les deux. Moi, la complexité que j'ai à trouver, par exemple, d'un point de vue d'observateur, c'est que j'ai du mal, à, par exemple, quand j'ai une vision, on va dire précise, à me dire que peut-être que l'autre vision de cette personne ou de ces différentes personnes est pas forcément la bonne, mais la mieux pour cette situation. J'ai l'impression de parfois d'être têtu, sachant que je sais que ça va faire du résultat, mais je me dis peut-être que je sais pas comment vous faites pour avoir cette ouverture. Je vois ça avec mon directeur qui arrive à faire ça. Mais en l'observant, je me dis si j'étais à sa place, j'aurais peut-être réfuté directement, pas directement, mais j'aurais forcément réfuté la vision de chacun en me disant que peut-être j'ai plus d'expérience. Comment vous arrivez par exemple à prendre en compte les avis différents d'employés, de managers, qui lui disent que par exemple, on aurait peut-être fait mieux ça. Compétence, l'art de convaincre. Donc ça, c'est l'objet en fait de la suite du cours. Il faut apprendre à convaincre. Convaincre, ça ne veut pas dire rentrer en frontal dans quelqu'un. Et convaincre, c'est utiliser tous les outils qui permettent d'influencer la décision. Et aujourd'hui, les leaders ont cette capacité d'influence. Quand je dis une capacité d'influence, ça peut être l'art oratoire, ça peut être la mobilisation de leviers psychologiques, de leviers informels, tout ce qui est lié à la motivation. C'est-à-dire que pour convaincre, la base, en fait, c'est de comprendre quelles sont les motivations de la personne que vous avez en face de vous. Et les motivations des individus, elles dépendent de plein de choses. Ça peut être l'argent, ça peut être le temps, ça peut être la responsabilisation, ça peut être tous les outils, en fait, qui sont liés au leadership. Et donc, convaincre, comme je vous l'ai présenté, ben, c'est vraiment une compétence fondamentale en 2025. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, écoutez, je vous remercie à toutes et tous, et je vous dis à très bientôt.